Bonsoir à tous, le début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Nous sommes le lundi 14 janvier, tout de suite les titres de cette édition. 32 questions posées pour encadrer le grand débat national. Emmanuel Macron a publié sa lettre aux Français hier dans la presse et sur les réseaux sociaux. Il y parle transition écologique, démocratie, fiscalité et organisation de l'État. Dans cette édition, les réactions des élus yvelinois et des gilets jaunes locaux. Une 4e édition lancée, une nouvelle Job Academy a démarré ce matin au château de Versailles. Ce programme d'accompagnement de retour à l'emploi est développé par Faciveline, une collaboration de 4 mois basée sur le partage des compétences. Nous en parlons avec nos invités. Et puis les résultats sportifs du week-end avec une première compliquée pour les Templiers d'Elancourt, une victoire sur le fil contre les Pionniers de Touraine pour débuter le championnat de D2 de football américain. Chronique à suivre. Invité également dans ce journal, Virginie Desvignes de la Fondation des Amis de l'Atelier. L'association a ouvert récemment son antenne à Voisins-le-Bretonneux. Emmanuel Macron a donc diffusé sa lettre aux Français dans la soirée de dimanche, un document dans lequel il développe les thématiques qui vont occuper les Français pendant le grand débat national du 15 janvier au 15 mars, et cela au travers de questions posées pour lancer la réflexion. Maires, gilets jaunes et élus yvelinois, les réactions sont différentes à ce message. Nicolas Dandry. Elle était attendue pour cadrer le grand débat national. La lettre du président de la République a donné des détails sur son contenu. Il se déroulera du 15 janvier au 15 mars avec un rôle essentiel donné aux maires, qualifiés d'intermédiaires légitimes de l'expression des citoyens par le chef de l'État. Avant d'être maire, je suis aussi un citoyen comme tout le monde. Et à ce titre, j'ai aussi des idées. On le voit aujourd'hui, puisque le président de la République s'appuie sur les maires, et c'est une bonne chose. Si on peut contribuer à faire comprendre à l'État et aux parlementaires que les élus locaux, ou en tout cas que la décentralisation ou le renforcement de leurs compétences est important pour justement faire en sorte de répondre aux problématiques du quotidien de nos habitants, ce sera une très bonne chose. 4 thématiques, fiscalité et dépenses publiques, organisation de l'État, transition écologique et démocratie. Précisant qu'il n'y aura pas de thème interdit, Emmanuel Macron ajoute plusieurs questions. Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité ? Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d'action au plus près des citoyens ? Quelles propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale ? Ou faut-il reconnaître le vote blanc ? Je pense que je suis vraiment dans le flou. Aussi stratégique puisse-t-elle être, cette lettre, je trouve que c'est une bonne chose, c'est déjà c'est un bon début. Maintenant, je suis assez sceptique. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce débat ? Est-ce qu'on va rester à attendre et ensuite, qu'est-ce qui en sortira ? J'attends de voir. Évidemment, il y a aussi l'urgence, c'est le pouvoir d'achat. Et là, il y a des tas de formes pour augmenter le pouvoir d'achat. Ça peut être une hausse des salaires, ça peut être aussi une baisse de la TVA ou voire la TVA à taux zéro sur des produits de première nécessité. Interrogation aussi du côté de certains élus yvelinois comme la sénatrice Sophie Primas sur les questions soulevées par le président de la République et sur l'organisation du débat, comme le conseiller départemental Yves Vandeval douteux sur la finalité. Dans les Yvelines, le préfet a nommé un référent au grand débat. Il s'agit de Vincent Roberti. La préfecture aura un rôle de facilitateur et non d'organisateur. Malgré ces quelques bugs, vous pourrez retrouver bien sûr ce reportage sur notre site internet tv78.com. Une lettre de cadrage donc pour ce grand débat national qui doit débuter demain. La démarche repose bien entendu sur la participation des citoyens avec des réunions locales organisées. Allez-vous y prendre part ? Patrick Jacques de Dixmude et Aurélie Ron sont allés vous poser la question. J'avoue que j'en ai pas entendu plus parler que ça en fait. J'avoue que vous m'annoncez un peu ça comme ça et je suis pas du tout au courant de ce débat. J'en ai entendu parler, j'ai l'intention effectivement de faire une proposition par internet. Je pense pas avoir quoi que ce soit comme revendication qui puisse être un minimum utile. Et je pense que dans mon cas, ce serait pas forcément une voie suffisamment utile pour faire avancer les choses véritablement. Oui, c'est bien de faire ça. Sincèrement, c'est bien parce que je crois qu'il est à côté de la plaque. Donc là, peut-être j'espère qu'il va en prendre compte. J'espérais, c'est pas tout faire, mais après, il faut qu'il en tienne compte. J'ai pas vraiment de point de vue en l'occurrence. Je m'intéresse pas vraiment à la politique en ce moment. J'ai d'autres aspirations. Donc. Je me sens pas concerné. Parce que j'ai 63 ans, donc pour moi, le monde politique ne sert à rien. Rien ne va sortir de ce débat.
Dans l'actualité, une victime yvelinoise dans le crash du Mirage 2000. Dès la semaine dernière, l'avion militaire s'écrasait dans le Jura, faisant 2 morts. On l'a appris en fin de semaine dernière. L'un des 2 membres d'équipage, le lieutenant Audrey Michelon, était natif de Saint-Germain-en-Laye. Sur Twitter, le maire de la ville, Arnaud Péricard, a fait part de sa très vive émotion et a rendu hommage à la jeune officier ainsi qu'au capitaine Chirier, décédé également dans l'accident. Une nouvelle édition, la Fondation Face Yvelines a lancé ce matin la 4e édition de sa Job Academy avec le Château de Versailles. Et pour en parler avec moi autour de la table, 2 invités. Mohamed Mansouri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Face Yvelines et Louis-Samuel Berger, bonsoir. Bonsoir. Administrateur général adjoint du Château de Versailles. Alors la Job Academy, c'est un programme d'accompagnement de retour à l'emploi qui va durer 4 mois. Un accompagnement via 16 parrains ou marraines qui vont épauler 16 filleuls. Expliquez-nous, Mohamed Mansouri, le principe et pourquoi il est intéressant, ce principe de la Job Academy. En fait, le principe de la Job Academy, il est assez simple, mais il repose effectivement sur une idée clé qui est de pouvoir effectivement faire rencontrer des demandeurs d'emploi, donc des personnes effectivement à la recherche d'une activité professionnelle, avec des personnes en activité qui vont apporter effectivement leurs compétences, leur expérience, tout cela dans un objectif commun qui est effectivement de retrouver une activité professionnelle. Et donc le dispositif repose sur le parrain et le filleul. C'est ça qui est intéressant aussi, qui fait l'originalité du dispositif. Voilà, exactement. C'est vraiment cette richesse à la fois dans l'accompagnement, dans l'expérience, dans la transmission. C'est une notion effectivement relativement importante. Et donc effectivement, ça apporte beaucoup auprès du filleul parce que ça lui permet effectivement d'avoir une vision d'un professionnel en activité et puis effectivement une vision de compétences qui vont lui permettre d'avancer dans ses démarches de recherche d'emploi. Et puis ça apporte aussi également aux parrains et à la marraine qui vont effectivement transmettre justement ces compétences et ce regard auprès du filleul. Côté Château de Versailles, c'est la 4e fois donc que vous vous associez à ce dispositif. Pourquoi participer du coup à cette démarche de la Job Academy ? Le Château de Versailles, vous le savez, c'est le haut lieu d'histoire que tous les Français connaissent, mais c'est aussi un acteur engagé dans le monde d'aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas être un grand acteur culturel sans prendre sa part d'engagement social. Vous découvrirez peut-être que le Château de Versailles est parmi les acteurs culturels, sans doute le premier en termes d'emploi de travailleurs handicapés. Et c'est dans la même logique que nous travaillons avec la Fondation Agir contre l'exclusion pour mettre à la disposition des personnes en situation de recherche d'emploi nos compétences, nos équipes et participer à leur insertion professionnelle. On précise que c'est le seul établissement culturel à participer au programme Job Academy en France. Le Château de Versailles, c'est important d'avoir ce partenaire culturel aussi. Oui, complètement. Ça permet effectivement de diversifier déjà ce partenariat. Je tiens vraiment à remercier les équipes du Château de Versailles et le Château de Versailles, effectivement, de s'impliquer sur cette opération qui est là quand même la 4e édition. Donc c'est un partenariat qui s'inscrit également dans la durée. Donc je tiens vraiment effectivement à les remercier de cet engagement. Et puis ça effectivement de pouvoir s'appuyer justement sur un établissement qui fait référence aujourd'hui dans le monde culturel, qui est effectivement le Château de Versailles, et de pouvoir s'appuyer sur ces équipes qui sont effectivement à disposition des filleuls dans le cadre de leur démarche de recherche d'emploi. Sur le profil des parrains et marraines, ils sont différents. 8 directions du château en tout sont représentées dans cette promotion, des métiers techniques comme administratifs. Donc il y a vraiment une variété de profils. Comment sont-ils choisis ? C'est eux qui font la démarche d'être volontaires pour ces Job Academy ? Absolument, c'est le principe, c'est la libre adhésion évidemment des acteurs dans la démarche. Et très vite, en fait, ce sont les parrains de l'édition précédente qui se retrouvent être les meilleurs ambassadeurs pour engager leurs propres collègues à participer à l'édition suivante. Il y a toujours beaucoup de volontaires ? Toujours beaucoup de volontaires, des gens qui sont de milieux extrêmement différents, milieux professionnels extrêmement différents, et avec toujours le même souci finalement de développer autrement ses compétences et finalement de retrouver ce que nous sommes nous-mêmes, c'est-à-dire un service public, d'être au service du public. Alors ces binômes parrain-filleul sont constitués pour 4 mois. Comme celui-ci, regardez, il est composé du chef du service développement numérique du Château de Versailles et de ce demandeur d'emploi en recherche depuis 3 ans. Écoutez leur motivation au micro de Marilène Yapichino. J'attends un contact avec une personne qui est active, qui est dans le travail et qui peut me donner des conseils bienveillants sur ma démarche. Je pense que c'est important d'être accompagné ou d'avoir des personnes avec lesquelles on peut échanger sur un sujet comme celui-là. Je pense que c'est important que les agents d'un établissement public comme l'établissement public du Château de Versailles puissent s'impliquer dans la vie locale et sociale d'un territoire, du département et d'aider des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et je pense que quand on recherche un travail, c'est toujours utile d'avoir un avis extérieur
qui ne soit pas nécessairement celui des proches, de la famille. Et tout ce travail, je pense que quelqu'un qui est en poste, il a cet état d'esprit qui permet peut-être à des filleuls, à des gens qui cherchent un travail, de l'aider. Et sur ce qui a été dit, vous allez me le confirmer, c'est que finalement, des deux côtés, il y a un intérêt à participer à cette Job Academy. Pour le filleul, forcément, qui va profiter de l'expérience de son parrain pour retourner vers l'emploi. Et le parrain aussi sort enrichi de l'expérience ? Oui, complètement. Effectivement, les deux sont gagnants, c'est-à-dire à la fois du côté du filleul et puis effectivement du côté du parrain. Ce qui effectivement un des bénéfices que souvent évoquent les parrains, c'est effectivement déjà cette notion de transmission, transmettre son expérience, transmettre son regard, sa vision, son vécu, effectivement dans un objectif qui donne aussi du sens. Donc c'est aussi fédérateur en interne de trouver effectivement des actions, des projets qui permettent à chacun de trouver sa place et effectivement de donner du sens aussi à sa mission, et tout ça porté effectivement par l'établissement. Constitution des binômes ce matin et premiers échanges, ça va être quoi le programme sur ces 4 mois ? Alors le programme il est très clair, puisqu'effectivement il y a un planning d'action qui est très défini. Donc là effectivement il y a des rendez-vous individuels qui ont été calés donc depuis ce matin. Et puis ensuite il y a des ateliers collectifs qui sont également prévus. Et donc le premier atelier a lieu le 28 janvier prochain, notamment sur la thématique du retour sur l'image. Côté Château, c'est 50 personnes en tout qui ont été accompagnées grâce à ces Job Academy. Absolument, 50 personnes, on en est très fiers. Mais c'est au-delà une vraie réussite pour l'ensemble de l'institution, puisque au-delà de nos... Alors d'abord, c'est une vraie progression, puisque la première édition, c'était 8 parrains. Aujourd'hui, on en est à 17. Mais au-delà, il y a un retour sur l'ensemble de l'institution avec un rayonnement, parce que la réussite d'un parrain, c'est la réussite d'une équipe, c'est la réussite d'une direction, et c'est la réussite d'une institution tout entière. Donc c'est vraiment tout bénéfice et je ne peux qu'engager d'autres institutions, d'autres entreprises à prendre contact avec la fondation Agir contre l'exclusion pour engager d'autres Job Academy. Juste une dernière question, elle est importante. Ça marche le dispositif de la Job Academy ? Oui, en tout cas les résultats le montrent, modestement, parce qu'effectivement nous on est là pour être facilitateurs dans cette mise en contact et dans cet objectif de retrouver un emploi. Mais globalement on a à peu près 70 à 80% de retour à l'emploi effectivement sur une durée de 4 mois, sachant qu'effectivement derrière on peut mobiliser aussi notre réseau d'entreprises pour pouvoir se trouver des solutions d'emploi auprès des personnes. Merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau et on vous recevra prochainement, Mohamed Mansouri, pour évoquer les 20 ans de Facivine, puisque Facivine fête cette année son 20e anniversaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Réfléchir sur les liens entre la ville et l'agriculture. Saint-Quentin-en-Yvelines proposait jeudi dernier une conférence sur ce thème. C'était à la médiathèque du canal de Montigny-le-Bretonneux. L'agglomération souhaite mettre en place un plan d'action pour développer un aménagement durable. Plus de détails avec ce sujet d'Aurélie Ronce. Salle comble pour cette thématique consacrée aux agricultures et aux paysages de l'après-pétrole. Ce cycle de conférences intitulé Agri et Urba est organisé par l'agglomération saint-quentinoise et le réseau des médiathèques. Il a débuté en décembre dernier. Ce deuxième rendez-vous avait pour objectif de réfléchir sur les liens entre l'agriculture et l'organisation de l'espace. Aujourd'hui, les 20 exploitations qui ont leur siège sur le territoire sont dans des logiques de questionnement, de diversification, de mise en place de circuits courts et puis de valorisation aussi de leur activité. Et donc nous, notre idée, c'est vraiment de pouvoir faire cohabiter à terme la ville avec ses espaces agricoles et de lier ces dynamiques pour qu'elles soient plus vues séparément. Différentes formes d'agriculture qui façonnent les paysages saint-quentinois. Parmi les intervenants, un ingénieur agronome et urbaniste. Au cours de la soirée, il a notamment abordé l'étude des questions pratiques soulevées en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Si on met en place une agriculture sans intrants, il va falloir qu'on retravaille sur des parcelles plus petites, qu'on réintègre l'arbre dans le système de production. On va rendre un aspect plus agréable, plus fréquentable à ces paysages qui pourront être utilisés par les citadins. Les prochaines conférences auront lieu les 14 mars et 16 mai prochains. Elles auront pour thème les circuits courts alimentaires et l'agriculture urbaine. Elle est arrivée récemment à Voisins-le-Bretonneux. La Fondation des Amis de l'Atelier a installé l'une de ses antennes dans la ville saint-quentinoise. Pour en parler, une nouvelle invitée, Virginie Desvignes. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de la plateforme interdépartementale 7892 pour la Fondation. L'antenne de Voisins y est rattachée. Alors déjà, sur l'association, elle est reconnue d'utilité publique et elle est au service des enfants et adultes en situation de handicap. De quelle manière leur vient-elle en aide ?
Alors, la Fondation est une fondation qui existe depuis plus de 60 ans. Nous accompagnons aujourd'hui aux environs de 2800 enfants et adultes en situation de handicap psychique, mental ou avec autisme. D'accord. Nous avons 2800 établissements sur l'ensemble de l'Île-de-France et dans le Limousin. Donc c'est des établissements, des services qui sont répartis sur le territoire, c'est ça ? Tout à fait. Soit des institutions, soit des services ouverts pour accompagner à de l'inclusion. Et comment se fait cet accompagnement ? Quel type d'accompagnement vous apportez ? Alors c'est de l'accompagnement vers de l'insertion professionnelle, de l'accompagnement vers de la socialisation ou alors de l'hébergement avec des institutions qui permettent d'accueillir au long terme des personnes en situation de handicap. Et l'idée de la Fondation, c'est d'apporter une réponse personnalisée à chaque enfant, chaque adulte ? Oui, majoritairement, on essaye effectivement, selon le type de handicap, de pouvoir les accompagner du mieux possible avec des personnes formées à chaque type de handicap. Alors j'ai dit, vous êtes la directrice de la plateforme interdépartementale sur les Yvelines et les Hauts-de-Seine pour la Fondation. Expliquez-nous quelles sont les missions de cette plateforme et pourquoi elle a été mise en place sur ces deux départements, des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Alors c'est le premier appel à projet interdépartemental qui a été créé entre le département des Hauts-de-Seine et des Yvelines. C'est un appel à projet auquel la Fondation a répondu au mois de mai 2017. Qui a été lancé par les conseils départementaux et les agences régionales de santé. D'accord. Nous avons la Fondation a remporté ce concours en décembre 2017. Cette plateforme comprend une partie hébergement avec un foyer d'accueil médicalisé qui ouvrira en décembre 2020 ou janvier 2021, qui sera situé au Mureau, avec 116 places d'accueil permanent, donc en hébergement. Et lors de cet appel à projet, les tutelles nous ont demandé de faire une ouverture anticipée des services ambulatoires qui comprend un SAMSA, donc un service d'accompagnement pour des personnes à domicile, et 2 PCPE qui sont des nouveaux dispositifs de l'Agence régionale de santé, un sur le 78 et un sur le 92. Quand vous parlez des SAMSA, justement, pour présenter l'antenne de Voisins le Bretonneux, on y retrouve 2 services, notamment le SAMSA qui est, vous l'avez dit, le service d'accompagnement médico-social pour les adultes handicapés. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit d'accompagner des personnes qui sont encore à domicile ou en résidence autonome. Ce sont des personnes avec autisme haut niveau qui ont besoin d'un accompagnement soit vers de l'emploi en milieu protégé ou en milieu ordinaire, soit vers de l'autonomisation dans les transports, dans la vie sociale, pour pouvoir les aider à les inclure. Donc ça, c'est pour le SAMSA qui est le premier service proposé à Voisins. On en retrouve un autre, c'est le PCPE, le pôle de compétences et de prestations externalisées. Tout à fait, qui accompagne un autre type de public. Là, c'est vraiment enfants et adultes. Ce sont toutes les personnes qui se retrouvent à domicile sans aucune solution, où on propose de coordonner avec la MDPH, donc la Maison du Handicap, ou la MDA sur les Yvelines, de coordonner l'ensemble des intervenants libéraux auprès des personnes seules à domicile pour aider les familles. Et ces 2 services, SAMSA et PCPE, sont d'ores et déjà disponibles sur cette antenne de Voisins le Bretonneux ? Tout à fait. Le SAMSA a ouvert ses portes le 3 décembre et le PCPE le 2 janvier. Est-ce qu'on peut venir vous rencontrer sur place, sur cette antenne de Voisins ? Tout à fait. Les équipes sont déjà sur place, donc il n'y a pas de souci. Et le site est affiché pour avoir plus d'informations. Merci Virginie Desvignes d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes la directrice de la plateforme interdépartementale 78-92 pour la Fondation des Amis de l'Atelier. Mélanie Poquet nous a rejoint en plateau, bonsoir. Bonsoir. Alors les cérémonies de vœux continuent sur Saint-Quentin en Yvelines. Vendredi soir, c'était au tour de Grégory Garestier de s'adresser à ses administrés. Le maire de Maurepas a notamment choisi de rapprocher la ville de l'emploi et des commerces. Et oui, Maurepas et Coignères ont été retenus grâce au soutien de Saint-Quentin en Yvelines pour restructurer la zone d'activité. Paris-Ouest, Forum du JB et Porte de Chevreuse. Il s'agira de trouver des complémentarités entre ces zones où des logements vont être construits. Mais je laisse Grégory Garestier nous expliquer concrètement. L'État va nous aider financièrement à hauteur de 60 000 € à financer un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va nous faire des scénarios opérationnels pour calibrer dans le futur ce que sera ce futur ensemble de la zone d'activité Paris-Ouest avec une partie de Coignères. L'objectif, c'est de trouver davantage d'articulation, de cohérence, d'intégrer davantage de logements et aussi de traiter une partie de la zone sur Maurepas qui est moribonde aujourd'hui.
Et Grégory Garesti a donné aussi d'autres grandes lignes autour de l'urbanisme. Et oui, vendredi soir, Grégory, le maire a annoncé aussi que le nouveau plan local d'urbanisme serait voté avant l'été pour préserver de l'urbanisation, le village et ses terres agricoles. Pas moins de 1000 logements seront construits dans les 4 ans à venir. Et c'était l'une des toutes premières annonces de cette soirée. Le centre nautique d'Elancourt-Morpart rouvrira en 2021. Rappelons que le site a été fermé en avril 2015. Grégory Garesti avait alors pris à cette époque un arrêté municipal d'urgence. La déconstruction du site actuel débutera cette année. Merci Mélanie, on continuera dans ce journal de faire d'autres points sur les cérémonies de vœux qui se déroulent dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. La ville de Poissy, elle, présentera ses vœux à la population ce mercredi. En attendant, le maire Carl Olive a réuni la presse pour présenter les grands temps forts de 2019. L'année sera marquée par le début des travaux du futur centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, un site de 74 hectares. Le club va quitter son fief historique de Saint-Germain-en-Laye. Autre projet, la création du musée Le Corbusier et aussi l'avancée de certains dossiers en matière de transport. Les propos recueillis par Mickaël Elmidoro. Concernant le RER Éole, on poursuit les 9 nouvelles gares qui viendront jusqu'à Poissy depuis Mantes. Déclaration d'utilité publique pour le tramway, le tram 13, qui est un élément fondamental pour le devenir de Poissy. Et puis également du travail sur la poursuite des navettes bleues pour les seniors et pourquoi pas des navettes blanches pour l'hôpital et plus tard pour le Paris Saint-Germain. C'est devenu une tradition. Le lundi, c'est le jour de la chronique sport. Bonsoir Mickaël Elmidoro. Bonsoir Grégory, c'est toujours un plaisir de revenir ici. Mais sur ce pour plateau. moi également. Alors vous venez sur ce plateau pour nous présenter les principaux résultats sportifs du week-end dans le département. Il y en a beaucoup et on commence par du football américain. C'était la reprise pour les Templiers d'Elancourt et ils ont dû s'employer ce samedi soir pour emporter leur première victoire de la saison dans le championnat de 2e division. Les footballeurs saint-quentinois ont réussi à battre les Pionniers de Touraine à domicile dans le Money Time dans les toutes dernières minutes. Score final 14-13. On écoute les réactions au micro de TV78. La victoire est toujours méritée. On s'est battu pour aller la chercher. On était mené tout le match. On est parti le chercher sur le dernier drive. Et au final, on a juste marqué un point de plus que les autres. Ce qu'il fallait faire. Victoire méritée, parce que de toute façon, une victoire, c'est bon à prendre. Après, la manière n'est pas forcément là, mais on prend. Et il faut dire que les Templiers se sont fait très peur, Grégory, eux qui espéraient passer une soirée tranquille à la mi-temps. Ils étaient menés à 6-0 sur le terrain face à ces Pionniers de Touraine. Les explications avec le joueur David Pradel. Premier match de saison, on ne connaît pas l'équipe en face, on n'a pas eu le temps de les voir, voir leur playbook, on n'a rien vu de la saison, donc forcément le temps d'adaptation, on a un jeune QB, donc forcément il fallait qu'il prenne ses marques. Les Templiers devront trouver leur marque rapidement. Les footballeurs se déplaceront sur le terrain des Diables Rouges de Villepinte ce samedi 19 janvier. Une équipe qui prétend également à une montée en fin de saison. Et après le football américain, on passe à un autre sport de contact qui ressemble aussi au foot US, c'est le rugby. Exactement, Grégory. On prend la direction de Versailles. Rien n'arrête Versailles. Les hommes de la Cité Royale ont remporté une 10e victoire consécutive ce dimanche 13 janvier. Leur victime du jour, Montesson, 2e du classement. Les Versaillais l'ont emporté 16-5, mais cette fois-ci sans panache. Une réaction au micro de Manon Varaldo. Les objectifs sont clairs, c'est-à-dire que nous, on ne veut rien lâcher. On va essayer de gagner tous nos matchs comme on le fait tous les week-ends. Le but va être aussi d'intégrer pas mal de joueurs, comme on l'a fait, avec des rotations, pour que tout le monde puisse goûter la belle aventure. Et bien évidemment, on va essayer d'aller le plus loin possible après. Avec cette victoire, les Versaillais comptent 12 unités d'avance sur leur dauphin Montesson après 10 journées disputées, même si la montée en Fédéral 3 semble se dessiner pour Versailles. On va voir le classement justement, Grégory. Versailles, 46 points, Montesson, 34 points. Le staff veut continuer à engranger des points. Et on n'a pas l'interview, malheureusement, Mickaël, mais c'est pas grave, on pourra peut-être la retrouver dans votre 7-8 Exactement. Sport dans un instant. En tout cas, pour continuer sa série d'invincibilité, Versailles se rendra sur le terrain de Gif sur Yvette, le 8e du classement, ce dimanche 20 janvier. Et je note ce rendez-vous car c'est à côté de chez moi, dans l'Essonne. Mickaël, pour votre 7-8 Sport, quel est le programme? Quelle est la suite du programme? On parlera forcément des Templiers d'Elancourt, du RC Versailles qui a remporté également une très belle victoire ce week-end. Et on parlera de Paris-Nice.
la course cycliste qui passera par les Yvelines. Par les Yvelines, un départ de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye et deuxième étape depuis les Brévières. Merci Mickaël, et le 7-8 Sport bien sûr c'est à retrouver juste après ce journal. D'ailleurs c'est la fin de ce journal. Le replay est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Belle soirée à tous.